Alors notre conviction, elle aurait pu être résumée dans une phrase de l'historien Théodore Zeldin. Je rappelle que c'est notre grand parrain qui nous rejoindra au cours de cette année. Il a dit beaucoup de choses, mais il a notamment dit que c'est par la relation entre une personne et une autre que l'on change le monde. Bonjour à tous. Alors bienvenue chez vous. De vous accueillir pour cette deuxième séance des rendez-vous Avenue Centrale en sciences humaines. Bienvenue pour ces 12e rendez-vous en sciences humaines, puisque c'est le titre de ces séances. 12 rendez-vous déjà, une saison commencée, souvenez-vous, pour celles et ceux qui étaient déjà là avec Yves Citon, sur la question de l'archéologie des médias. Une saison marquée, souvenez-vous aussi, par les attentats de Charlie Hebdo. Je pense que c'était un moment important dans le fonctionnement de cette année, dans les temporalités aussi de cette année, et puis dans nos vies respectives, il y a eu un avant et un après. Alors pour boucler cette première année et ouvrir un débat sur demain, il nous fallait un intervenant prestigieux, quelqu'un qui soit capable de prendre de la hauteur, de nous pousser un petit peu au devant de nous. Il fallait quelque part un honnête homme du XVIIIe siècle, perdu, voire posé dans ce XXIe siècle. Et puis un nom qui s'est facilement imposé, c'est celui de l'historien anglais Théodore Zeldin. C'est un très fin connaisseur de notre pays. Encore fallait-il que Théodore Zeldin, celui que le Times a classé parmi les 10 penseurs de notre temps, accepte en fait d'être présent avec nous. Et c'est merveilleux aussi de partager sa réflexion dans notre langue, en français, ce qui est évidemment très appréciable et aussi de plus en plus rare, me semble-t-il. Alors il a accepté un immense merci. Il est là parmi nous, ou plutôt il est là avec nous depuis la Grande-Bretagne, depuis Oxford. Moi je suis sûr que son visage, vous l'avez déjà aperçu. Hein, sa crinière grise, vous l'avez certainement aperçu dans les médias. Il hante de loin en loin les plateaux de télévision de France et d'Europe et d'ailleurs. Il connaît bien Grenoble. Il nous a fait l'amitié de venir à plusieurs reprises. Même une fois, il est simplement venu pour rencontrer mes étudiants et c'était formidable. Il leur a posé des questions sur leur avenir, ce qu'ils avaient envie de faire. Et je crois qu'il a envie de poursuivre ce débat. Alors, Théodore Zeldin, il parcourt le monde. Il interpelle les puissants, parfois avec violence. Il soutient les misérables. Il nous proposait une nouvelle ambition, faire de sa vie une œuvre d'art. La sienne en est une, assurément, d'œuvre d'art. Moi, j'ai souvenir de Théodore Zeldin, un après-midi de printemps, me semble-t-il, en tout cas c'est mon souvenir, dans son jardin, tranquillement installé, et qui me racontait qu'en fait, il avait toujours pris ces 2 heures de temps dans son après-midi, dans sa journée, pour être avec lui-même et pour réfléchir. Théodore Zeldin, c'est aussi quelqu'un évidemment qui jardine, mais c'est aussi quelqu'un qui dessine son papier peint. Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui dessinent leur papier peint? Et moi, le souvenir du papier peint de Théodore Zeldin, il en a sans doute changé depuis. Ça ressemble un petit peu à ces petites figures dont il aura peut-être envie de nous parler. Voilà, donc merci à lui pour ce nouveau rendez-vous à Grenoble, parce qu'on considère que vous êtes ici. Merci à vous aussi de l'accueillir pour cette conversation. On va essayer de converser. Voilà, Monsieur Zeldin, c'est en tant qu'animateur de ce débat et vous en tant que grand témoin que je vous laisse la parole pour cette demi-heure en vous remerciant au nom de tout Grenoble de votre présence et de ces échanges.
Je veux vous rassurer que je n'ai pas envie de vous convaincre, de vous obliger de me suivre. Je vous dis seulement ce que je pense moi-même afin de vous provoquer à réfléchir et de découvrir ce que vous pensez. Et c'est ça qui m'intéresse. Je veux savoir ce que les autres pensent. Et quand je dis que je cherche à faire de la vie une œuvre d'art, c'est-à-dire c'est impossible d'enseigner aux autres. L'art, c'est quelque chose qui est unique et qui reflète une imagination tout à fait imprévisible, mais c'est aussi une communication. Je n'accepte pas que l'art est seulement l'expression de ce qu'on pense soi-même, c'est aussi un désir de faire une rencontre entre mon imagination et le vôtre et recevoir vos réponses. Et l'objectif de cette réunion avec vous, c'est de vous pousser à faire ce que il est possible d'un homme aujourd'hui de faire, et c'est presque essentiel une personne de faire aujourd'hui. C'est-à-dire nous avons, sans le savoir, sans le prédire, créé un être humain de type nouveau. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes éduqués, donc nous avons l'esprit critique. Donc quand nous voyons quelque chose, nous disons, mais est-ce que c'est nécessaire que ça soit comme ci? Comment la chose peut être différente? Et qu'est-ce que je vois que les autres ne voient pas? Et donc nous sommes devenus des hérétiques. Nous sommes tous des hérétiques. Jadis, le mot hérésie voulait dire seulement opinion. Et ensuite, les théologiens ont décidé qu'ils ne voulaient pas que les autres avaient une opinion différente de la leur. Et c'est devenu quelque chose à punir. Mais maintenant, on doit assumer le fait qu'on est hérétique et qu'on est différent des autres, même si c'est avec une toute petite nuance, mais aussi parce qu'on a une expérience différente, on a des connaissances différentes. Et nous sommes donc en face d'une possibilité différente du passé. Dans le passé, on vous poussait à obéir. Donc il n'y avait rien à réfléchir, il fallait obéir. Ensuite, on a développé l'idée qu'il faut imiter les autres et prétendre qu'on est aussi bon que les autres ou suivre les modes, etc. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller à un stade, troisième stade, de découvrir. C'est-à-dire, comment on peut découvrir ce qui n'est pas là, ce qui existe et ce qui n'est pas là, et ce qui manque. Et nous sommes en face donc de désaccords. Il n'y a pas de consensus. Toute l'histoire a été un essai par des gens au pouvoir d'obliger les autres d'être d'accord. Et aujourd'hui même, on vous dit que on va chercher l'accord de la nation, du monde et tout cela. Vous savez, en Angleterre, le gouvernement actuel, en pleine démocratie, n'a reçu que 25% des suffrages du total des électeurs. 25%. Alors, le gouvernement prétend qu'il va faire une nation qui a toutes les mêmes opinions. Ça n'existe plus. Je suis très heureux que Luc a développé ce projet de l'imaginaire. Parce que je crois que ce que moi je cherche à découvrir,
c'est qu'est-ce qui se passe dans votre imaginaire. Et quand je vous vois comme ça, je ne vous connais pas. Et même je sais que vous n'êtes pas mes contemporains. Parce que dans votre cerveau, il y a caché sans doute des opinions, des préjugés, des souvenirs qui viennent de tous les âges, de toutes les époques, de toutes les civilisations. Et votre cerveau est une espèce de choc des antiquités, de diverses époques. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons tant de mal à nous comprendre, et même à nous comprendre nous-mêmes. Alors, ça me mène à dire, que peut-on faire avec l'imaginaire? Et en anglais, le sous-titre qu'on a mis dans ce dernier livre que je viens de publier, c'est une nouvelle manière de se souvenir du passé et d'imaginer l'avenir. Parce qu'on sait depuis très peu de temps que nos souvenirs sont fabriqués par notre cerveau en ajoutant toute espèce de opinions et de différences qui n'étaient pas là dans le passé. Nous fabriquons le passé. Et nous avons découvert aussi que nos souvenirs sont fabriqués dans le même endroit où on garde nos souvenirs. Donc, pour avoir une possibilité de réfléchir sur l'avenir, on a besoin de souvenirs. Et ceux qui sont malades et ont perdu leur mémoire sont incapables de parler sur l'avenir. Conclusion, c'est que pour bien avoir une riche idée de ce qui est possible dans le monde, demain, il faut avoir une mémoire beaucoup plus large que nous avons actuellement. Et la mémoire qu'on a de ses propres mémoires, ses propres souvenirs, ne suffisent pas. On doit essayer de trouver tous les souvenirs de tout le monde, et pas seulement le monde vivant, mais aussi tous les souvenirs de toutes les civilisations. C'est un défi énorme, mais c'est pour cette raison que je trouve la justification de ma vie, puisque j'ai consacré ma vie à découvrir l'histoire de toutes les civilisations, en commençant avec la vôtre, et en trouvant que les sujets qui m'intéressaient, c'est-à-dire vos amours, vos déceptions, vos peurs, vos péculiarités de chacun de vous, étaient quelque chose d'universel. Et pour comprendre qu'est-ce que c'est l'amour, on doit voir qu'est-ce que c'est l'amour dans d'autres pays et dans d'autres civilisations. Et nous sommes obligés donc d'étendre notre regard beaucoup plus loin de ce que a été encouragé le siècle dernier, où on vous a dit ce qui est le plus important, c'est vos propres souvenirs de votre propre enfance, vos propres souvenirs. Entrez dans votre propre tête. Essayez de vous connaître vous-même. Et moi, je suis incapable de me connaître moi-même si je ne vois pas comment les autres sont, quelle est la différence d'un individu avec les autres, et quelles sont les possibilités d'être un être humain. Et ça, c'est l'objectif de mon travail, de découvrir qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, pourquoi ça n'a pas marché souvent, pourquoi il y a tant de déceptions. Pas de tirer des leçons, parce qu'on ne peut pas jamais prédire, on ne peut pas
imaginer ce qui va advenir, mais pour provoquer des idées nouvelles. Et je trouve que l'histoire, pour moi, l'histoire, c'est une provocation de l'imagination. Donc, nous sommes des êtres qui sont comme si nous sommes arrivés en Amérique au XVe siècle, dans un pays nouveau, nous sommes des gens différents de nos ancêtres. Parce que nous avons beaucoup plus de souvenirs, d'expériences. Et l'histoire, c'est l'histoire de l'expérience humaine. C'est très difficile avoir tout cela, c'est un programme impossible. Et vous me direz de connaître 7 milliards de personnes, c'est impossible. Mais les scientifiques qui étudient le cerveau trouvent là beaucoup plus de neurones que 7 milliards. 7 milliards, c'est rien en comparaison avec toutes les molécules, tous les électrons qui courent dans le monde. Alors, c'est intéressant de vivre aujourd'hui parce que nos convictions se sont écroulées, nos institutions souvent ont du mal à obtenir le consentement. Ils sont souvent perçus comme ayant comme objectif seulement leur propre survie. Et j'étudie donc, j'essaie de découvrir le monde un à un personne. Chaque personne m'intéresse. Et voilà, je vous vois, et certains qui écrivent ce que je dis, et d'autres qui sont sceptiques, mais c'est bien, parce que il me faut savoir tout le scepticisme, tout ceux qui refusent ce que je dis. Je suis enchanté que donc à Grenoble, vous avez commencé dans ce programme nécessaire. Vous avez, on me dit, organisé un festival des tuiles, fête des tuiles, dans lequel vous avez essayé de découvrir qui habite Grenoble. Et j'espère que vous allez pousser cela plus loin. Parce que vous avez eu de petites conversations. Mais ce qui est nécessaire pour connaître quelqu'un, c'est de causer avec lui pendant au moins 2 heures, 3 heures sans interruption, sur les grands sujets. Et ensuite, on découvre un peu quelqu'un, et j'ai essayé cela dans beaucoup d'endroits, dans 12 pays déjà. Et tout le monde me dit la même chose. On a très peu de temps pour des conversations vraiment intenses et importantes qui traitent de ce qui est important dans la vie. Comment vivre. Et dites-moi comment vous vivez. Dites-moi quels sont les empêchements que vous avez. Et ça, c'est un essai de trouver la sagesse. Alors, j'espère que vous allez pousser cette fête des tuiles plus loin et que vous allez découvrir qui habite Grenoble pour commencer. Et vous avez comme précédent Guillaume le Conquéreur, le Normand, qui est venu d'Angleterre il y a 1000 ans, et il a demandé à tous les habitants de lui dire qui ils étaient. Mais il ne s'intéressait pas à la personne, il s'intéressait seulement à leur richesse. Il demandait quel terrain avez-vous, de quoi êtes-vous propriétaire, combien d'argent avez-vous. Aujourd'hui, on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans votre tête. Voilà le premier programme que j'aimerais avoir vos réactions. Est-ce que vous êtes intéressé par l'idée de découvrir qui habite votre ville avant d'aller plus loin? Deuxièmement,
je vous demande si vous êtes satisfait de votre devise qu'on a inventée il y a 2 siècles, liberté, égalité, fraternité. C'est très bien, c'est une devise excellente, mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Parce que même si on vous donne la libre parole, vous pouvez dire ce que vous voulez, peut-être personne ne vous écoute pas. Et il me semble que vous avez besoin d'être compris et d'être apprécié. Et aujourd'hui, ce que les légistes ont inscrit dans la Constitution, c'est les droits, mais aussi il y a quelque chose de plus intime, c'est-à-dire d'être compris, et tout le monde se sent mal compris. S'il y a quelqu'un ici qui nie cela, je serais intéressé de le dire, qu'il me le dise à la fin. Parce que je crois que la fin, après la fin de la nourriture, il y a cette fin d'être bien compris. Et l'égalité, c'est merveilleux également, et on sait bien d'avoir le droit de vote et tout cela, mais nous sommes tous inégaux, nous sommes, on ne voit pas très bien, on peut porter une lunette, on n'entend pas très bien, on est trop grand ou trop petit, on n'est pas plus ou moins beau, nous sommes tous différents. Et il n'y a pas d'égalité, nous sommes différents. Et comment peut-on aller plus loin qu'on accepte nos égalités? Et à mon avis, c'est l'affection. Quand on aime quelqu'un, ou quand on apprécie quelqu'un, c'est pas tellement important que son apparence, ses connaissances sont acceptées. Nous avons donc une disette d'affection. Et la fraternité également, c'est merveilleux qu'on vous donne, on vous aide dans votre vieillesse et tout cela. Mais ce qu'on a besoin encore plus, d'avoir le sens qu'on est pleinement en vie, d'être animé pleinement. Et j'ai l'impression que moi-même, peut-être, je n'existe pas qu'à 20%. Et pouvez-vous me dire à combien vous croyez vous êtes en vie, à 20%, à 50%, et qui est pleinement en vie? Et ça c'est la grande ambition d'être pleinement en vie, d'être animé. Alors, quel est le rôle de la politique? Il me semble que c'est d'encourager la possibilité d'essayer des rencontres et d'être l'intermédiaire qui permettent aux gens de s'apprécier mutuellement et donc de travailler ensemble. Et pour cela, je distingue entre le travail collectif, ce qui était toujours le but et la méthode, ou l'initiative individuelle qui est prônée depuis quelques siècles. Moi, je dis que le vrai moteur de l'énergie, c'est le couple. Et je ne dis pas seulement le couple qui habitent ensemble ou qui sont des amoureux, je dis le couple de l'esprit. Et comment on peut relier 2 esprits. Et ça, c'est la façon la plus forte de se sentir présent dans ce monde. Voilà, un par un, on découvre qu'on peut avoir des relations avec quelqu'un d'autre. Et je dis 2 personnes parce que ça, c'est la façon la plus intense, plutôt qu'on donne des grandes réunions. Alors, je trouve que nous sommes un peu déçus également par l'économie
parce que l'égalité est un mirage. Alors on doit se penser qui est vraiment riche. Et j'ai étudié les riches. J'ai eu la chance de rencontrer des personnages très riches et je ne ressentissais aucune jalousie. Au contraire. Et quand on a étudié les gens les plus pauvres du monde par le biais de la banque World Bank, la Banque mondiale, qui a fait des interviews de 20 000 gens très pauvres dans le monde, partout dans le monde. Et ils se sont plaints le plus, non pas de leur manque d'argent, quoique évidemment on avait besoin de nourriture, mais du fait que personne ne leur parlait, qu'ils étaient isolés, qu'ils n'étaient jamais invités au mariage, aux fêtes, ils n'existaient pas. Et j'étais très impressionné par un jour quand j'étais à Paris et je passais un mendiant qui était là, assis dans la rue. Et je causais avec lui. Il me disait une chose que je n'oublie jamais. Il m'a dit, quelquefois je ne sais pas si j'existe, parce que les gens ne me voient pas. Et ça il me semble, qu'est-ce que c'est la richesse donc? Jadis, dans les temps anciens, on disait la richesse, la pauvreté, c'est de n'avoir pas une famille. Aujourd'hui, on doit dire que la pauvreté, c'est le manque de relation avec les autres. De ne pas être accepté, de ne pas intéresser les autres. Et nous sommes isolés, tous nous sommes isolés, nous avons accru l'isolement par notre méthode d'éducation, par notre spécialisation dans nos métiers, par notre résidence dans des villes où on ne connaît pas ses voisins. Nous sommes plus isolés aujourd'hui que jamais. Ça, c'est maintenant ça, c'est le programme que nous avons à résoudre. En économie, donc, ça m'a poussé à penser que le business qui nous domine aujourd'hui, qui est dans les méthodes, sont entrées dans tous les milieux, dans les universités, même dans les églises, partout, était inventé pour d'autres besoins. Et aujourd'hui, on doit inventer une nouvelle philosophie du business qui prend les besoins des êtres humains comme commencement plutôt que la production des biens. Et le désir des gens de découvrir le monde, d'utiliser tout leur talent, et plutôt que d'être mis en face d'un ordinateur pendant 8 heures chaque jour. C'est-à-dire, nous avons inventé une nouvelle forme d'esclavage à temps partiel. Et il y a eu des études récentes sur le contrôle beaucoup plus oppressif qu'on peut avoir sur les travailleurs avec l'aide de ce merveilleux système d'Internet et de digital numérique. Donc voilà, c'est une question, comment peut-on réinventer le travail? Et l'idée que je vous propose, sur laquelle je voudrais avoir votre avis, c'est comment peut-on repenser toutes les professions? Toutes les professions me semblent être en crise plus ou moins.
Et comment faire? Commencer avec les gens qui sont là. Et j'ai essayé de le faire dans quelques professions, et vous trouverez dans mon livre mes expériences. Je ne dis pas qu'il faut faire une révolution, parce que les révolutions, normalement, produisent de nouveaux problèmes. Des dictateurs remplacent d'autres dictateurs, et d'ailleurs c'est très difficile. Cette idée également du passé d'avoir une révolution, je dis plutôt faire des expériences, essayer à côté, dans une entreprise, dans un organisme, qu'on essaie de voir comment on peut faire autrement. Et bien sûr, ça ne va pas marcher tout de suite. On a beaucoup d'échecs, on aura beaucoup d'échecs, mais même s'il y a des échecs, c'est intéressant de découvrir comment nous pouvons nous organiser pour éliminer du travail tous ces sacrifices et comment on peut faire du business, ce que ça veut dire. Business, ça veut dire busyness. Busy, ça veut dire être occupé. Comment occuper notre temps? Dites-moi donc, comment voulez-vous occuper votre temps? Est-ce que vous voulez métro, boulot, dodo, vous savez cela? Est-ce que ça c'est un moyen de vivre? Est-ce que d'être obligé de travailler dans certaines heures? Voilà, nous avons des choses à inventer. Et je dois vous dire que c'est possible, parce que depuis le début des temps, on a déjà réinventé notre façon de travailler. Chaque fois que la population humaine a explosé, on a inventé une nouvelle forme de travail pour donner du travail aux gens qui ne trouvaient pas plus de travail, c'est-à-dire quand on était dans les forêts, on a inventé l'agriculture pour occuper les gens qui ne pouvaient pas plus vivre dans la forêt. Ensuite, on a pris le surplus agraire pour inventer l'industrie, la civilisation industrielle. Ensuite, on a inventé la société de services et l'emploi d'État public. Voilà, qu'est-ce qu'on va inventer pour ce milliard de jeunes qui sont arrivés maintenant dans le monde, qui n'ont pas de travail, ou qui sont si éduqués qu'ils n'acceptent pas de travailler dans des emplois inventés pour des gens beaucoup plus serviles, timides, qui acceptent de se sacrifier pour gagner un peu de pain. Et voilà, est-ce que vous acceptez de vous entrer dans vos lieux de travail et dire nous allons faire des expériences de la même façon que dans la technique, dans la pharmaceutique, on fait toujours des essais, on a de research and development. Voilà. Voilà, je crois que beaucoup de vous sont dans les universités, dans l'enseignement. Ce que vous faites et vous avez votre opinion sur cela. J'ai passé ma vie dans l'université et je trouve que le résultat est pas tout à fait merveilleux. C'est-à-dire, on a essayé de faire de moi un spécialiste. Et heureusement, j'ai réussi à échapper, mais pas tout à fait. Malheureusement, j'avais un professeur de sciences qui était ennuyeux, donc je ne suis pas scientifique. Je le regrette beaucoup. J'ai envie de découvrir un peu sur ce qui se passe dans la tête, dans l'expérience des gens dans d'autres métiers. Je veux les voir et je veux, de façon extérieure, mais comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être médecin ou ingénieur.
et de l'expérimenter un peu. Voilà, c'est la curiosité. Et je réponds donc à l'objection que vous me ferez. Tout cela est très difficile parce qu'on a peur. On a peur. On a toute la liberté, mais on a peur. Et la seule chose qui peut faire obstacle à la peur, c'est la curiosité. Et notre système académique limite notre curiosité. C'est bien d'être spécialiste, mais ensuite il faut avoir une vision plus large. Au moins, ça c'est mon cas, peut-être vous n'êtes pas d'accord. Puisque le temps avance et vous voulez que je m'arrête, je dirais seulement que la curiosité n'est pas seulement quelque chose d'angoissant. Au contraire, je trouve que c'est naturel, mais c'est replié, c'est contrôlé, c'est limité. Et vous voyez comment les bébés naissent avec une curiosité extraordinaire. Et on leur dit ensuite, non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas ça, il ne faut pas ça, c'est pas votre affaire. Vivre pleinement, ça c'est comment on peut faire de sa vie une œuvre d'art, c'est-à-dire de découvrir ce qu'ont fait les autres, et au lieu d'imiter, de dire voilà ce que je peux donner que les autres n'ont pas imaginé. Donc je dois savoir que ce que les autres ont imaginé. Et qu'est-ce que peut leur être utile. Peut-être je me trompe, mais tout cela en tout cas est amusant. Et j'ai écrit 2 chapitres dans mon livre sur l'humour. Et j'insiste qu'on peut s'amuser en faisant tout cela. Et que l'humour n'est pas seulement une question d'amusement, c'est aussi un moyen de détruire l'hypocrisie dans laquelle nous vivons, découvrir la vérité. Et j'aime la vérité, c'est la seule chose que j'aime, vraiment, sans restriction. Parce que même si c'est terrible, même si c'est angoissant, de découvrir combien le monde est stupide, combien on fait des guerres aujourd'hui de façon plus que médiévale. Voilà, nous n'avons rien appris de notre expérience du passé. Comment peut-on faire des guerres aujourd'hui comme ça? Comment peut-on détruire, mettre des bombes sur les maisons des pauvres gens qui n'ont rien à voir avec toutes ces disputes? Bon, je m'arrête. Merci.